Le camp de concentration de Stutthof, certes moins connu que d'autres, fait néanmoins partie de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Situé près de la ville de Danzig, aujourd'hui Gdansk, en Pologne, Stutthof fut le premier camp de concentration nazi établi en dehors des frontières allemandes et le dernier à être libéré par les Alliés en mai 1945. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle joué par les gardiennes du camp dans le système de terreur instauré à Stutthof. Ces femmes, souvent recrutées parmi la population civile, ont participé activement aux atrocités commises dans le camp. Elles étaient responsables de la surveillance des prisonniers, mais aussi de leur torture et de leur exécution. Leurs actions ont laissé une empreinte indélébile sur les survivants et sur l'histoire de l'Holocauste. Nous évoquerons également les procès et les condamnations des gardiennes de Stutthof. Après la guerre, plusieurs d'entre elles furent jugées pour crimes contre l'humanité lors des procès tenus en Pologne. Parmi les accusées, certaines furent condamnées à mort et exécutées, tandis que d'autres reçurent des peines de prison. Cependant, ces procès ont suscité des controverses qui persistent encore aujourd'hui. La question de la responsabilité individuelle et de la justice de leur exécution reste un sujet de débat parmi les historiens et les juristes. Retour donc sur le rôle des gardiennes de Stutthof dans le système de terreur nazi, ainsi que des enjeux juridiques et moraux de leurs procès et condamnations. Bon visionnage. Les marches de la mort du camp de Stutthof constituent un des épisodes les plus tragiques et méconnus de l'Holocauste. Situé en Pologne occupée par les nazis, près de la ville de Gdansk, le camp de concentration de Stutthof a été le premier à être créé en dehors de l'Allemagne nazie en 1939 et le dernier à être libéré en 1945. Ce camp était initialement destiné à emprisonner l'élite intellectuelle polonaise, mais il a progressivement évolué pour accueillir des juifs, des résistants et des prisonniers de guerre venus de toute l'Europe. Vers la fin de la guerre, avec l'avancée des forces alliées sur le front de l'Est, les Allemands ont commencé à évacuer de nombreux camps de concentration, y compris celui de Stutthof. Les nazis craignaient que les preuves de leurs crimes contre l'humanité ne soient découvertes par les forces soviétiques qui approchaient. Ils ont alors organisé des marches de la mort visant à déplacer de force les prisonniers vers d'autres camps encore sous contrôle nazi, tout en les privant de nourriture, d'eau et de soins médicaux. En janvier 1945, alors que l'armée rouge approchait de la région, les SS ont commencé l'évacuation du camp de Stutthof. Près de 50 000 prisonniers étaient encore présents dans le camp à ce moment-là, et la majorité d'entre eux étaient dans un état de santé extrêmement affaibli à cause de la famine, des maladies et des conditions de vie déplorables. Les nazis ont forcé environ 25 000 de ces détenus à quitter le camp à pied, malgré les températures glaciales de l'hiver polonais. Les marches de la mort à Stutthof, comme dans d'autres camps, étaient des marches forcées, où les prisonniers devaient parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour, sans repos ni ravitaillement adéquat. Le trajet était particulièrement ardu et cruel. Les prisonniers, qui ne pouvaient pas suivre le rythme en raison de la fatigue, de la maladie ou de l'épuisement, étaient impitoyablement abattus par les gardes SS. Des milliers de personnes moururent en chemin, soit de froid, soit d'épuisement, soit exécutées. Les survivants qui atteignaient les destinations prévues étaient souvent conduits dans d'autres camps de concentration, tels que ceux de Sachsenhausen ou de Mauthausen, où ils continuaient à souffrir des conditions inhumaines. Les marches de la mort de Stutthof ne visaient pas seulement à déplacer les prisonniers pour éviter la libération des camps, elles avaient aussi un autre objectif tacite, accélérer la mort des détenus. En privant ces personnes déjà fragiles de nourriture, d'eau et de repos, en les forçant à marcher des kilomètres sous des températures glaciales, les nazis cherchaient à les exterminer sans avoir recours aux chambres à gaz ou aux fusillades, méthode qui nécessitait plus de logistique et de ressources. Il est également important de noter que tous les prisonniers ne furent pas évacués lors des marches de janvier 1945. Environ 3000 détenus, considérés comme inaptes au transport, furent laissés dans le camp. Ces derniers furent soumis à des conditions encore plus inhumaines et nombre d'entre eux moururent de faim, de maladie ou d'exécution sommaire avant que l'armée rouge n'arrive en mai 1945 pour libérer le camp. En avril 1945, une autre marche de la mort fut organisée. Les nazis, désespérés et acculés par l'effondrement de leur régime, tentèrent à nouveau de déplacer les prisonniers vers l'ouest. Cette fois, environ 5000 détenus furent forcés de marcher vers la mer Baltique, dans une tentative effroyable de les noyer ou de les laisser mourir de froid et de faim. Certains furent placés sur des barges sur la mer, puis ces embarcations furent bombardées, causant la mort de nombreux détenus dans des conditions tragiques. Les marches de la mort de Stutthof, comme celles d'autres camps de concentration,
incarne la brutalité et la cruauté ultime du régime nazi envers les détenus. Elle montre à quel point la destruction des vies humaines, surtout celle des Juifs et d'autres groupes persécutés, était devenue une obsession pour les nazis, même lorsque leur défaite devenait inévitable. À la fin de la guerre, il est estimé que sur les 110 000 personnes passées par le camp de Stutthof, environ 65 000 n'ont pas survécu, beaucoup d'entre elles ayant trouvé la mort lors des marches de la mort ou dans les camps vers lesquels elles furent envoyées. Aujourd'hui, les marches de la mort de Stutthof rappellent les horreurs de l'Holocauste et la nécessité de se souvenir des victimes pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent à l'avenir. Elles illustrent également la résistance et la dignité de ceux qui ont survécu à des conditions inimaginables et dont les témoignages sont essentiels pour comprendre l'ampleur de la barbarie nazie. Le camp de concentration de Stutthof, situé en Pologne occupée par les nazis, est tristement célèbre pour les atrocités commises entre 1939 et 1945. Parmi les responsables de ces crimes, un groupe en particulier se distingue par sa brutalité, les gardiennes du camp, appelées les Aufseherinnen. Ce terme désignait les femmes membres du personnel SS qui surveillaient les détenus dans les camps de concentration. À Stutthof, certaines de ces femmes ont commis des crimes d'une cruauté inouïe, prenant une part active dans la mise en œuvre des atrocités nazies. Les gardiennes du camp de Stutthof sont recrutées à partir de 1942, lorsque la population carcérale augmente considérablement avec l'arrivée massive de prisonniers juifs. Les femmes qui rejoignaient les rangs des Aufseherinnen sont souvent issues de la classe ouvrière ou de la petite bourgeoisie, sans qualification particulière, mais sont fanatisées par l'idéologie nazie. Pour beaucoup d'entre elles, le poste de gardienne leur offrait non seulement un salaire relativement bon, mais aussi un pouvoir immense sur des détenus déshumanisés. Les crimes des gardiennes de Stutthof sont caractérisés par un sadisme brutal. Beaucoup de survivants ont témoigné des humiliations, des tortures et des meurtres perpétrés par ces femmes. Par exemple, certaines gardiennes forçaient les prisonnières à rester dehors, immobiles pendant des heures, dans des conditions climatiques extrêmes, entraînant la mort de nombreuses femmes par hypothermie. D'autres frappaient les détenues jusqu'à ce qu'elles succombent à leurs blessures ou les forçaient à effectuer des travaux harassants malgré leur état de faiblesse avancé. Ces abus physiques étaient accompagnés d'humiliations psychologiques incessantes visant à briser le moral des prisonnières. Ces gardiennes étaient également responsables de la surveillance des prisonniers dans les camps de travail annexes où les détenus étaient forcés de travailler dans des conditions inhumaines pour l'effort de guerre nazi. Là encore, elles abusaient de leur pouvoir, frappant ou tuant des prisonniers pour la moindre infraction. Les récits des survivants décrivent des gardiennes qui prenaient plaisir à infliger des punitions arbitraires, sans raison apparente, sinon celle de se divertir ou de rappeler leur pouvoir sur des vies sans défense. Les crimes des gardiennes de Stutthof illustrent une facette parfois oubliée de l'Holocauste, la participation active de femmes à la machine de mort nazie. Loin d'être de simples exécutantes, ces femmes ont souvent joué un rôle central dans les atrocités perpétrées contre des innocents, motivées par une idéologie raciste et un désir de pouvoir. Leur brutalité rappelle que la barbarie nazie ne se limitait pas aux hommes, mais impliquait également des femmes qui, malgré leur rôle secondaire dans la hiérarchie du régime, étaient tout aussi capables de cruauté. Les témoignages des survivants et les documents historiques permettent aujourd'hui de ne pas oublier l'ampleur de leurs crimes et de rendre justice aux victimes de leurs violences. Eva Paradis est l'une des figures sinistres associées aux crimes commis dans le camp de concentration de Stutthof, en Pologne occupée, pendant la Seconde Guerre mondiale. Née en octobre 1920 à Libork, une petite ville polonaise qui faisait alors partie de l'Allemagne, Eva Paradis grandit dans une période de profonde tension politique et sociale. Elle est encore jeune au début de la guerre, mais comme beaucoup de femmes de son époque, elle se retrouve bientôt impliquée dans la machine répressive nazie. Paradis devient une gardienne SS au camp de Stutthof en 1944, où elle se fait rapidement connaître pour sa cruauté et sa participation directe aux atrocités perpétrées contre les détenus. Le camp de Stutthof, fondé en 1939, est le premier camp de concentration créé en dehors de l'Allemagne par le régime nazi. D'abord destiné à emprisonner l'élite intellectuelle polonaise, il se transforme rapidement en un lieu d'internement pour des dizaines de milliers de personnes, principalement des juifs, mais aussi des prisonniers politiques, des résistants et d'autres groupes persécutés par les nazis. À partir de 1944, avec l'intensification de la solution finale, le camp accueille de plus en plus de juifs déportés, depuis les ghettos de Pologne et d'autres pays européens. C'est dans ce contexte d'escalade de la terreur qu'Eva Paradis rejoint le personnel de Stutthof.
Les tâches de Paradis consistent principalement à superviser les prisonnières et à participer aux sélections pour les chambres à gaz. Ces sélections, qui déterminent la vie ou la mort des détenus, sont l'un des aspects les plus terrifiants de la vie dans les camps de concentration. Les gardiens et les gardiennes, dont Paradis, choisissent ceux qui sont jugés trop faibles ou malades pour travailler et les envoient à la mort. Paradis, malgré son jeune âge, fait preuve d'une grande brutalité dans ses sélections. Elle n'hésite pas à user de violences physiques contre les prisonnières et traite les détenus avec un sadisme effrayant. Les témoignages des survivants du camp décrivent Paradis comme une femme cruelle et impitoyable, qui prenait un plaisir particulier à infliger des souffrances inutiles. Elle se livrait régulièrement à des actes de torture, frappant les détenus pour des infractions mineures ou sans raison apparente. Son comportement sadique ne se limitait pas aux coups physiques. Elle humiliait fréquemment les prisonnières, leur refusant nourriture ou soins médicaux, contribuant ainsi directement à l'agonie des plus vulnérables. Au-delà de son rôle dans les sélections et les brutalités quotidiennes, Eva Paradis participe activement à ce que l'on appelle aujourd'hui les marches de la mort. En janvier 1945, alors que l'armée rouge approche de Stutthof, les nazis organisent l'évacuation du camp pour éviter que les détenus ne soient libérés. Plus de 25 000 prisonniers, déjà affaiblis par les conditions de détention inhumaines, sont forcés de marcher dans des conditions hivernales extrêmes. Paradis est l'une des gardiennes chargées d'accompagner ces marches et elle montre une fois de plus son caractère implacable. Elle participe aux exécutions sommaires des prisonniers, incapables de continuer à marcher, contribuant ainsi à la mort de milliers d'entre eux. Après la guerre, comme beaucoup d'autres gardiens et gardiennes des camps de concentration, Eva Paradis tente de fuir la justice. Cependant, elle est rapidement capturée par les forces alliées. En 1946, elle est jugée lors des procès de Stutthof, organisés par un tribunal polonais à Gdansk. Le procès de Stutthof est l'un des premiers procès pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale et se concentre sur les atrocités commises par les gardiens du camp. Au cours de son procès, de nombreux témoins survivants témoignent des atrocités qu'ils ont subies ou observées sous la supervision de Paradis. Eva Paradis est reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle est condamnée à mort pour sa participation aux sélections, aux marches de la mort et pour les tortures qu'elle a infligées aux prisonnières. Le 4 juillet 1946, elle est exécutée par pendaison à Biskupia Gorka, aux côtés de plusieurs autres gardiens et gardiennes de Stutthof. Cette exécution est un moment symbolique de justice pour les milliers de victimes du camp. Elisabeth Becker est l'une des figures les plus sinistres et cruelles associées aux crimes nazis commis dans le camp de concentration de Stutthof. Née le 20 juillet 1923 dans une famille allemande à Neutach, aujourd'hui Nowy Staw en Pologne, Becker grandit dans un contexte marqué par la montée du national-socialisme et l'embrigadement idéologique de la jeunesse. À partir de 1939, avec l'occupation de la Pologne par les nazis, la région devient un foyer de répression brutale et Becker, comme tant d'autres jeunes femmes de l'époque, se retrouve rapidement mêlée à la machine répressive nazie. En rejoignant les rangs des Aufseherinnen, les gardiennes SS des camps de concentration, elle devint l'une des responsables des atrocités commises contre les détenus de Stutthof. Avant de rejoindre le camp, Elisabeth Becker avait travaillé dans une usine d'armement en 1940, mais en 1944, à seulement 21 ans, elle se porte volontaire pour devenir gardienne dans un camp de concentration. Elle commence son service à Stutthof en septembre 1944, alors que la guerre s'intensifie et que la machine d'extermination nazie redouble d'efforts pour détruire les populations jugées indésirables, notamment les Juifs. À cette époque, Stutthof abrite des milliers de détenus, principalement des femmes, qui subissent des conditions inhumaines de travail forcé, de famine et de violence constante. Elisabeth Becker se distingue rapidement par son comportement impitoyable. Les témoignages des survivants et les documents historiques décrivent une femme qui, bien qu'étant initialement timide, s'est rapidement acclimatée à la brutalité des conditions de vie dans le camp. Comme nombre de ses collègues, Aufseherinnen, Becker s'implique activement dans les tâches les plus cruelles du camp, notamment les sélections pour les chambres à gaz. Ces sélections étaient des moments terrifiants pour les prisonniers, car elles signifiaient la mort imminente pour ceux jugés trop faibles pour continuer à travailler. Becker participait régulièrement à ces opérations, choisissant parmi les femmes et les enfants affaiblis ceux qui allaient être envoyés à la mort. La cruauté d'Elisabeth Becker ne se limitait pas aux sélections. En tant que gardienne, elle était quotidiennement impliquée dans la surveillance des détenus et elle utilisait cette position de pouvoir pour infliger des souffrances inutiles aux prisonnières. Ces témoignages font état de coups fréquents et de violences physiques, notamment contre les détenus qui ne pouvaient plus travailler en raison de la malnutrition ou de la maladie. Becker n'hésitait pas à abattre violemment les prisonnières pour des infractions mineures, comme des erreurs involontaires lors des travaux forcés ou le fait de s'effondrer d'épuisement.
L'un des aspects les plus troublants de la personnalité d'Elizabeth Becker est la rapidité avec laquelle elle est passée du statut de civile à celui de tortionnaire impitoyable. Comme beaucoup d'autres jeunes femmes recrutées comme Aussie Erinen, elle n'avait pas un passé militaire ou criminel avant de rejoindre le camp. Pourtant, une fois intégrée dans le système nazi, elle adopta rapidement les méthodes brutales employées pour maintenir la terreur dans le camp. Ce basculement montre à quel point la déshumanisation systématique des prisonniers et l'idéologie nazie pouvaient transformer des individus ordinaires en bourreaux. En janvier 1945, avec l'avancée des forces soviétiques, le camp de Stutthof est évacué. Les nazis organisent des marches de la mort, forçant les prisonniers affaiblis à marcher des kilomètres dans des conditions hivernales extrêmes. Bien que Becker ait participé à la gestion du camp jusqu'à l'évacuation, elle tente de se soustraire à la justice en prenant la fuite, espérant échapper à la responsabilité de ses crimes. Cependant, comme beaucoup d'autres gardiennes de Stutthof, elle est capturée peu après la fin de la guerre. En 1946, Elizabeth Becker est jugée lors du procès de Stutthof, l'un des premiers procès pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal polonais de Gdansk, chargé de juger les crimes commis par le personnel du camp, la reconnaît coupable de participation active aux atrocités nazies, y compris les sélections pour les chambres à gaz et les violences commises contre les détenus. Au procès, Becker affirme avoir simplement suivi les ordres, une défense courante parmi les anciens membres du personnel des camps de concentration. Cependant, les témoignages accablants des survivants et les preuves de sa participation directe au crime la condamnent. Elizabeth Becker est condamnée à mort pour ses crimes contre l'humanité. Le 4 juillet 1946, elle est exécutée par pendaison à Biskupia Gorka, aux côtés d'autres gardiens et gardiennes de Stutthof. À seulement 23 ans, elle paie le prix ultime pour son rôle dans la terreur et la cruauté qui ont régné dans le camp. Jenny Vanda Barkman, surnommée le Beau Spectre, est l'une des figures les plus tristement célèbres des gardiennes nazies du camp de concentration de Stutthof. Née le 30 mai 1922 à Hambourg, en Allemagne, Barkman est devenue l'incarnation d'un paradoxe cruel, une jeune femme d'apparence séduisante, mais dotée d'une brutalité impitoyable, qui lui a valu ce surnom glaçant. Elle a joué un rôle actif dans les atrocités nazies, notamment dans la persécution des détenus juifs, des prisonniers politiques et des autres victimes du régime au sein du camp. Jenny Vanda Barkman a commencé sa carrière de tortionnaire en rejoignant les Aussie Erinen, les gardiennes SS en 1944, lorsque le camp de Stutthof est en pleine expansion. Barkman, alors âgée de 22 ans, rejoint le personnel du camp à un moment où l'idéologie nazie est plus meurtrière que jamais. Elle prend part activement à la surveillance des détenus, en particulier des femmes et des enfants. Des témoignages de survivants décrivent Barkman comme une femme d'une grande cruauté. Elle n'hésitait pas à battre sauvagement les détenus pour des infractions mineures ou pour satisfaire ses propres pulsions sadiques. Ces actes de violence étaient souvent gratuits et destinés à asseoir son pouvoir sur des prisonnières déjà affaiblies par les conditions inhumaines du camp. Le surnom de Beau Spectre, qui lui est attribué, reflète la contradiction entre son apparence physique et son comportement monstrueux. Malgré son jeune âge et son apparence séduisante, Barkman s'est révélée être une gardienne particulièrement cruelle. Elle semble avoir tiré un plaisir sadique de la souffrance qu'elle infligeait aux prisonniers, ce qui la distingue parmi les autres Aussie Erinen du camp. Cette dualité entre son apparence extérieure et ses actions brutales a marqué les esprits et fait d'elle une figure sinistre et mémorable de l'histoire de Stutthof. L'un des aspects les plus sombres de l'implication de Jenny Vanda Barkman dans le camp de Stutthof est sa participation aux sélections pour les chambres à gaz. À partir de 1944, le camp de Stutthof a été équipé de chambres à gaz pour exterminer les détenus considérés comme inaptes au travail. Barkman, comme plusieurs d'autres gardiennes, participait à ces sélections, choisissant des femmes, des enfants et des hommes malades ou affaiblis pour être envoyés à la mort. La froideur avec laquelle elle accomplissait ses tâches et son attitude impitoyable envers ses victimes ont contribué à son image de bourreau sans pitié. Lorsque l'armée rouge avance vers Stutthof en 1945, le régime nazi tente de dissimuler ses crimes en évacuant le camp. Des milliers de prisonniers sont forcés de marcher dans ce que l'on appelle les marches de la mort, où beaucoup périssent de froid, de faim ou d'épuisement. Barkman reste impliqué dans les opérations du camp jusqu'à la toute fin, avant de tenter de fuir pour échapper à la justice. Comme nombre de ses collègues, elle espère disparaître parmi les ruines de l'Allemagne en déroute, mais elle est rapidement capturée par les forces alliées. En 1946, Jenny Vanda Barkman est jugée lors du procès de Stutthof à Gdansk en Pologne. Ce procès historique, qui jugeait les crimes de guerre commis par le personnel de Stutthof, est l'un des premiers procès de ce type après la Seconde Guerre mondiale. Lors des audiences, Barkman apparaît impassible et ne montre aucun remords pour ses actions.
Les témoignages de survivants du camp sont accablants. Ils décrivent en détail les horreurs qu'ils ont subies sous sa surveillance et son rôle dans les meurtres de masse. Les récits des détenus peignent un portrait de Barkman comme étant particulièrement sadique, jouant un rôle crucial dans les sélections pour les chambres à gaz et participant activement aux violences quotidiennes infligées aux prisonniers. Reconnaissant la gravité de ces crimes, le tribunal polonais la condamne à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est exécutée par pendaison le 4 juillet 1946 à Biskupia Gorka, aux côtés de plusieurs autres gardiens et gardiennes de Chutov. Son exécution met fin à la carrière de l'une des tortionnaires les plus impitoyables de ce camp de la mort. Wanda Klaff, née Wanda Kalinczynski le 6 mars 1922 à Danzig, aujourd'hui Gdansk en Pologne, est l'une des figures les plus sombres des crimes commis par les femmes gardiennes dans le camp de concentration de Stutthof. Sa carrière, bien que relativement courte, a laissé une trace indélébile dans l'histoire des atrocités nazies. Reconnue pour sa cruauté méthodique et son implication dans le système répressif des camps, elle est l'une des nombreuses Aufseherinnen qui ont servi le régime nazi et joué un rôle actif dans la persécution des détenus. Wanda Klaff a grandi dans une famille germanophone à Danzig, dans une période marquée par la montée du national-socialisme et les tensions politiques croissantes en Europe de l'Est. Après avoir terminé ses études secondaires, elle commence à travailler dans une usine de confiserie avant de se marier en 1942 avec Willy Klaff, un membre de la Wehrmacht. Pendant les premières années de la guerre, elle mène une vie relativement ordinaire, mais en 1944, alors que la guerre prend une tournure de plus en plus désastreuse pour l'Allemagne nazie, Wanda Klaff décide de s'engager dans le régime en devenant gardienne dans un camp de concentration. Ce choix allait la conduire à jouer un rôle actif dans la répression brutale qui caractérisait les camps. Elle rejoint le personnel du camp de concentration de Stutthof en juin 1944, dans un contexte où le camp accueille de plus en plus de prisonniers, principalement des juifs, mais aussi des résistants, des prisonniers politiques et des intellectuels polonais. À ce stade de la guerre, le camp de Stutthof est devenu un lieu de travail forcé et de mort. Les détenus sous-alimentés, affaiblis et maltraités y endurent des conditions de vie effroyables. Les gardiens, dont Klaff, sont responsables de la gestion quotidienne des prisonniers, et c'est dans cette fonction que la cruauté de Klaff s'exprime. Wanda Klaff se distingue rapidement par son comportement impitoyable et méthodique. À l'instar de nombreux autres Aufseherinnen, elle applique les règles du camp avec une brutalité sans faille, infligeant des punitions physiques et psychologiques aux prisonniers pour la moindre infraction. Des témoignages de survivants indiquent qu'elle était particulièrement cruelle lors des inspections, frappant régulièrement les détenus avec un bâton ou un fouet. Elle se montrait inflexible et brutale, n'hésitant pas à punir sévèrement ceux qui ne respectaient pas les ordres ou qui étaient incapables de suivre le rythme exténuant du travail forcé. L'une des responsabilités principales de Klaff était de surveiller les prisonnières dans les ateliers où elles étaient forcées de travailler dans des conditions terribles, souvent sans nourriture ni pause. Elle faisait preuve d'une rigueur méthodique dans l'application des règles, imposant une discipline stricte et impitoyable. Sous sa surveillance, les prisonnières étaient régulièrement soumises à des violences physiques, en plus des privations déjà imposées par les conditions du camp. Ces méthodes de gestion des prisonniers témoignaient d'une volonté d'écraser toute résistance ou toute manifestation de faiblesse chez les détenus. En plus de la surveillance des prisonniers, Klaff a également été impliqué dans les sélections pour les chambres à gaz. À partir de 1944, le camp de Stutthof est équipé d'une chambre à gaz pour accélérer l'extermination des Juifs et des autres prisonniers jugés inaptes au travail. Klaff participe à ces sélections, aidant à déterminer qui serait envoyé à la mort. Sa participation directe à ce processus en fait une figure clé dans la mise en œuvre de la solution finale à Stutthof. Elle n'a montré aucun remords pour ses actions et sa rigueur méthodique dans l'exécution de ses tâches témoigne de sa totale adhésion à l'idéologie nazie. Avec l'avancée des forces soviétiques en 1945, le camp de Stutthof est évacué et Klaff, comme beaucoup d'autres gardiens, tente de fuir pour échapper à la justice. Toutefois, elle est rapidement capturée par les forces alliées après la fin de la guerre. En 1946, elle est jugée lors du procès de Stutthof qui se tient à Gdansk. Ce procès vise à juger les crimes de guerre commis par le personnel du camp, en particulier les gardiens et les gardiennes impliqués dans les sélections pour les chambres à gaz et les violences contre les prisonniers. Pendant le procès, Klaff tente de se défendre en affirmant qu'elle suivait simplement les ordres, une justification récurrente parmi les anciens membres du personnel nazi. Cependant, les preuves présentées lors du procès, ainsi que les témoignages des survivants, révèlent l'étendue de la cruauté de Klaff. Ses méthodes brutales et son rôle dans les sélections pour les chambres à gaz la condamnent aux yeux du tribunal. Klaff est reconnue coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Elle est condamnée à mort
pour sa participation active aux atrocités du camp de Stutthof. Le 4 juillet 1946, Wanda Klaff est exécutée par pendaison à Biskupia Górka en Pologne, aux côtés de plusieurs autres gardiennes et gardiens de Stutthof. Elle avait 24 ans au moment de son exécution. Gerda Steinhoff, née le 29 janvier 1922 à Danzig-Langfurt, aujourd'hui Gdansk en Pologne, est l'une des figures féminines les plus notoires des camps de concentration nazis, connue pour sa brutalité impitoyable en tant que gardienne et surveillante en chef au camp de concentration de Stutthof. Comme beaucoup d'autres jeunes femmes de l'époque, Steinhoff est devenue une actrice clé de l'appareil répressif nazi, contribuant activement aux crimes de guerre et aux atrocités commises dans les camps. Avant la guerre, Steinhoff mène une vie relativement ordinaire. Après avoir quitté l'école, elle suit une formation de boulangère et travaille dans ce domaine pendant plusieurs années. En 1941, elle épouse Ernst Steinhoff, un marin allemand avec qui elle a un enfant. Cependant, avec la montée du régime nazi et le besoin croissant de personnel pour superviser les camps de concentration, Gerda Steinhoff décide de rejoindre les SS Aufseherinnen, les gardiennes SS en 1944. Cette décision marque le début de son engagement direct dans la machine de terreur nazie. Elle rejoint alors le camp de Stutthof en 1944, à un moment critique de la guerre. Gerda Steinhoff y commence son service en tant que gardienne, mais elle se distingue rapidement par son zèle et sa cruauté, ce qui lui vaut d'être promue au poste de surveillante en chef. En tant que surveillante en chef, Steinhoff est responsable de la supervision des prisonniers, principalement des femmes dans diverses sections du camp, ainsi que dans les sous-camps. Elle exerce un contrôle strict et brutal sur les prisonniers, n'hésitant pas à infliger des punitions sévères pour des infractions mineures, telles que le ralentissement du rythme de travail ou l'épuisement dû à la malnutrition. De nombreux témoignages de survivants décrivent Steinhoff comme étant particulièrement impitoyable. Elle frappait régulièrement les détenus avec des bâtons ou des fouets et s'assurait que les prisonnières souffrent quotidiennement des dures conditions de travail. L'une des responsabilités les plus sinistres de Steinhoff était de participer aux sélections des prisonniers pour les chambres à gaz. À partir de 1944, les détenus du camp de Stutthof, surtout les juifs, étaient régulièrement sélectionnés pour être exterminés. Steinhoff, dans sa position d'autorité, jouait un rôle crucial dans ce processus, choisissant les détenus qui seraient envoyés à la mort. Steinhoff était également responsable de la gestion des marches de la mort en 1945, lorsque le camp de Stutthof a été évacué face à l'avancée des forces soviétiques. Steinhoff, en tant que surveillante en chef, était directement impliqué dans l'organisation et la surveillance de ces marches, se montrant selon les témoignages aussi impitoyable qu'à l'intérieur des camps. Lorsque la guerre prend fin en 1945, Steinhoff tente de disparaître parmi les ruines de l'Allemagne dévastée, espérant échapper à la justice pour ses crimes. Cependant, elle est capturée peu de temps après la capitulation allemande et est traduite en justice lors du procès de Stutthof en 1946. Au cours de son procès, Gerda Steinhoff apparaît comme une femme froide, affichant peu de remords pour les atrocités auxquelles elle a participé. Les témoignages accablants des survivants du camp révèlent la cruauté systématique dont elle a fait preuve, notamment sa participation aux sélections pour les chambres à gaz et les traitements brutaux qu'elle infligeait aux prisonniers. Les juges ne montrent aucune clémence envers elle. Le tribunal la déclare coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et elle est condamnée à mort. Le 4 juillet 1946, Gerda Steinhoff est exécutée par pendaison à Biskupia Górka en Pologne, aux côtés d'autres gardiens et gardiennes de Stutthof. Elle n'a que 24 ans au moment de son exécution, mais son court passage dans la machine répressive nazie a laissé une empreinte profonde et tragique dans l'histoire des crimes de guerre. Hertha Botte, surnommée la sadique de Stutthof, est une figure tristement célèbre des camps de concentration nazis, connue pour sa brutalité et sa cruauté. Née le 3 janvier 1921 à Tetterhof, en Allemagne, Botte est l'une des nombreuses gardiennes qui ont servi dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Son implication directe dans les atrocités commises à Stutthof, ainsi que dans d'autres camps de concentration, a fait d'elle l'une des tortionnaires les plus notoires du régime nazi. Avant la guerre, Hertha Botte grandit dans une Allemagne en proie à la montée du national-socialisme. Après avoir quitté l'école, elle travaille brièvement comme aide-soignante, une expérience qui contraste fortement avec le rôle qu'elle jouera plus tard dans les camps de concentration. En 1942, à l'âge de 21 ans, elle rejoint les SS Aufseherinnen, le corps des gardiennes SS, en raison d'un manque de personnel dans les camps alors que la guerre s'intensifie. Comme beaucoup d'autres femmes de son époque, elle est attirée par la promesse de pouvoir et de responsabilité que le régime nazi offrait à ceux qui se montraient loyaux et dévoués à la cause. En 1942, Botte est affectée au camp de Ravensbrück, un camp de concentration exclusivement féminin
où elle apprend les méthodes brutales de surveillance des prisonnières. Elle est ensuite transférée au camp de Stutthof en 1944, où elle gagne rapidement sa réputation de sadique. À Stutthof, elle joue un rôle actif dans la surveillance des prisonniers, la majorité d'entre eux étant des juifs, mais aussi des prisonniers politiques, des intellectuels polonais et d'autres groupes persécutés par le régime nazi. Hertha Botte est réputée pour sa cruauté particulièrement sadique. Elle infligeait des punitions violentes et arbitraires aux prisonniers, souvent pour des infractions mineures ou sans raison apparente. Ces méthodes comprenaient des passages à tabac réguliers et sévères, parfois avec des outils tels que des bâtons ou des fouets. De nombreux témoignages de survivants rapportent qu'elle semblait prendre un plaisir sadique à infliger de la douleur, ce qui lui a valu le surnom de sadique de Stutthof. Contrairement à certaines gardiennes qui cherchaient à éviter de se salir les mains, Botte participait activement aux brutalités infligées aux prisonniers et ne montrait aucun signe de remords. Après la fin de la guerre, Hertha Botte, comme beaucoup d'autres gardiens et gardiennes des camps de concentration, tente de disparaître dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre. Cependant, elle est rapidement arrêtée par les forces britanniques en 1945 et est jugée pour crime de guerre lors du procès de Belsen en 1945, qui se tient dans le cadre des tribunaux militaires alliés. Ce procès, qui visait à juger les crimes commis dans les camps de Bergen-Belsen et de Stutthof, révélait au grand jour l'ampleur des atrocités nazies. Lors de son procès, Hertha Botte nie avoir tué quiconque de ses propres mains, mais admet avoir infligé des punitions sévères aux prisonniers. Elle reconnaît également avoir battu des détenus, mais insiste sur le fait qu'elle agissait sous les ordres de ses supérieurs. Cependant, les témoignages des survivants sont accablants. Ils décrivent en détail la brutalité avec laquelle Botte gérait les prisonniers ainsi que son rôle actif dans les marches de la mort, où elle se montrait particulièrement impitoyable envers les plus faibles. En dépit de ses tentatives pour minimiser son rôle, Botte est condamnée à 10 ans de prison pour crimes de guerre. Comparée à la gravité des crimes commis, cette peine peut sembler légère, mais elle reflète la complexité des procès de l'époque et les difficultés pour prouver directement la culpabilité individuelle de chaque accusé dans les meurtres de masse. Après sa libération en 1951, Hertha Botte mène une vie discrète en Allemagne de l'Ouest. Elle ne montre jamais de remords pour ses actes et reste l'une des figures les plus controversées des gardiennes SS. Sa participation active aux violences et sa réputation de sadique font d'elle un symbole de la barbarie exercée par les femmes dans le système concentrationnaire nazi. Les derniers gardiens du camp de concentration de Stutthof, jugés entre 2018 et 2021, représentent une sombre page de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces procès tardifs ont permis de rappeler les atrocités commises dans ce camp et de rendre justice aux victimes, même des décennies après les faits. Bruno Daille, un ancien garde SS du camp de Stutthof, a été l'un des derniers à être jugé. Né en 1926, Daille a été affecté au camp de Stutthof à l'âge de 17 ans, en raison de problèmes cardiaques qui l'empêchaient de combattre sur le front. En tant que membre de la première compagnie des SS Totenkopfverbände, il a été témoin des horreurs perpétrées dans le camp, où environ 65 000 personnes ont péri, dont 28 000 juifs. En 2019, à l'âge de 93 ans, il a comparu devant un tribunal allemand pour complicité de milliers de meurtres. Malgré son âge avancé, le procès a mis en lumière son rôle dans les crimes commis à Stutthof. Un autre procès notable est celui d'Irmgard Furchner, une ancienne secrétaire du camp de Stutthof. Accusée de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas, Furchner a été jugée en 2021 devant la cour d'Itzehoe en Allemagne. Son rôle administratif dans le camp ne l'a pas exempté de responsabilité et son procès a souligné l'importance de juger tous les complices des crimes nazis, quel que soit leur rôle. Ces procès tardifs ont été marqués par des témoignages poignants de survivants et de leurs familles rappelant les souffrances endurées par les victimes. Les accusés, souvent âgés et en mauvaise santé, ont dû faire face à la justice pour leurs actes, même des décennies après la fin de la guerre. Ces procès ont également soulevé des questions sur la responsabilité individuelle et collective dans les crimes de guerre et sur l'importance de ne jamais oublier les atrocités commises. L'histoire des derniers gardiens du camp de concentration de Stutthof et des procès de 2018-2021 est un rappel glaçant des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle illustre la détermination des autorités à rendre justice aux victimes, même après tant d'années, et à rappeler au monde entier l'importance de la mémoire et de la justice. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé. Si son contenu vous a plu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à utiliser le bouton merci juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous avons également une page Tipeee où vous pouvez contribuer selon vos moyens. Chaque don, grand ou petit, fait une énorme différence et aide grandement la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.